Bonjour donc et bienvenue sur le campus santé de l'Université de Rennes. Donc je voulais tout d'abord remercier les co-organisateurs de cette conférence qui sont le CHU de Rennes, Sciences Po Rennes et l'École des hautes études en santé publique, donc à côté de l'Université de Rennes. Les personnes présentes sont des personnels, des étudiants, des soignants, des citoyens et des experts. Nous sommes aujourd'hui donc au moment de la troisième et dernière conférence de ce cycle portant sur esprit critique et vaccination. Je tiens à dire que ce cycle de conférences a été financé par l'Agence nationale de la recherche, donc par l'État, dans le cadre d'un projet France 2030 intitulé IRIS-E. Voilà pour la présentation. Alors aujourd'hui, nous allons parler vaccination sociale et nous accueillons deux intervenants. Donc tout d'abord, le premier intervenant qui va parler, qui est Romain Pasquier, qui est directeur de recherche au CNRS, titulaire de la chaire Territoire et mutation de l'action publique de Sciences Po Rennes. Il intervient régulièrement dans les médias nationaux et régionaux. Et le second intervenant est Jocelyn Thuiliez, qui est ici, qui est également directeur de recherche CNRS. Il a une forte expérience interdisciplinaire et reconnu sur les questions de santé locale et globale. Il est porteur de la chaire en économie de la santé locale de l'Université de Rennes. Donc je vais commencer par laisser la parole à Romain Pasquier, puis Jocelyn Thuiliez poursuivra, et après nous aurons donc un temps autour d'une heure de questions-réponses, interactions avec le public. Voilà, je laisse la parole à Romain. Super. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Ravi d'être avec vous cet après-midi. Je vais effectivement essayer de donner un point de vue de sciences politiques, d'analyse des politiques publiques sur la crise du Covid-19. Alors évidemment, vous l'avez peut-être déjà compris, je ne suis pas un spécialiste de la vaccination, donc je ne vais pas vous parler vaccin. Je vais vous parler plutôt crise pandémique et effet de la crise pandémique sur les modèles de gouvernance. Parce que nous, en sciences politiques, en analyse des politiques publiques, ce qui nous intéresse, eh bien, ce sont les institutions, ce sont les organisations, ce sont les processus de coopération, de conflit, de mise en œuvre qui finalement accompagnent les politiques publiques. Et ce, depuis très longtemps, notamment dans la science politique américaine, l'analyse de la coordination de l'action publique entre les États, entre l'État fédéral et les États fédérés, ça remonte à la fin du 19e siècle, au début du 20e siècle. Et donc très vite, les Américains se sont aperçus que ce n'est pas parce qu'on appuyait sur un bouton on à Washington qu'il y avait des résultats à Miami, dans l'Oklahoma ou à Auckland. Et notamment derrière moi, vous avez le fameux bouquin d'un académique américain qui s'appelle Jeffrey Pressman, qui a écrit un grand bouquin en analyse des politiques publiques qui s'appelle How Great Expectations in Washington are Dashed in Auckland. Donc, vous voyez comment finalement des politiques publiques qui sont conçues, élaborées, formulées à Washington, eh bien, ne produisent aucun effet dans les territoires des États fédérés américains. Et lorsqu'on regarde la question des crises, eh bien, on se pose aussi la question de la coordination, la question de l'implémentation, de la mise en œuvre. Et là aussi, juste après la crise du Covid, en 2021, j'ai des collègues du Centre de sociologie des organisations de Sciences Po Paris qui sortent un bouquin qui s'appelle Covid-19, une crise organisationnelle. Donc ils ne vont pas lire la crise du Covid à travers la qualité des vaccins, à travers est-ce qu'il faut se vacciner ou pas se vacciner. Évidemment, c'est un débat. Mais eux, ce qu'ils vont lire, c'est qu'est-ce que ça nous dit du processus de gouvernance en France, qu'est-ce que ça nous dit d'un processus de gouvernance en général, en fait. Et nous, plutôt donc
à Rennes, à la chaire Territoire et Mutation de l'Action publique, avec d'autres partenaires, on a essayé de regarder quelle a été la place justement des acteurs locaux, des acteurs régionaux dans la gouvernance, la gestion, la résilience à cette crise. Et l'hypothèse que l'on fait, l'hypothèse qu'on a fait, c'est que finalement, cette crise du Covid-19, elle a révélé la nature profonde des États. En fait, ce moment tout à fait singulier de crise, de panique organisationnelle, c'est la formule d'Olivier Boraz, celui qui a écrit le fameux bouquin Covid-19, crise organisationnelle. Il parle de panique des élites. Et donc, l'hypothèse qu'on fait, c'est qu'effectivement, cette crise a révélé finalement le caractère ontologique de chaque type d'État. C'est-à-dire que pour réagir à la crise, chacun est allé chercher ce qu'il savait faire de plus profond, de ce qui était de sa nature lié à son histoire, lié à sa philosophie politique, lié à sa philosophie sociale. Et quand on regarde les travaux nombreux sur les traditions étatiques en Europe, on voit que la tradition française, eh bien, elle est assez spécifique par rapport à la tradition scandinave, germanique ou anglo-saxonne. On a notamment des relations État-société qui sont plutôt qualifiées d'antagonistiques, c'est-à-dire que, vous le savez sans doute, mais en France, ce n'est pas la nation qui a fait l'État, mais c'est l'inverse, c'est l'État qui a fait la nation. Donc on est dans un processus extrêmement dominateur de l'État sur la société civile, par exemple à l'exact opposé des anglo-saxons. Sur les formes de l'organisation politique, on est extrêmement jacobin dans notre tradition, c'est-à-dire on ne veut pas de trop fortes différences, de trop fortes singularités, de trop fortes particularités. On a une centralisation très forte de nos dépenses publiques, de nos réglementations, qu'elles soient sanitaires ou autres. Et puis, dans le style de nos politiques publiques, on a un poids central de ce qu'on appelle la haute fonction publique. Vous voyez, feu l'ENA, qui est aujourd'hui toujours l'INSP, mais enfin, on a créé ce qu'on appelle des grands corps de l'État pour finalement diriger les politiques publiques. Et donc la décentralisation est plutôt faible par rapport aux autres traditions étatiques en Europe. Et donc finalement, au moment de la crise du Covid-19, alors on va regarder vraiment une partie, la première partie de la crise, les 8-9 mois de 2020 qui sont un peu le moment de crise organisationnelle, de panique des élites. Eh bien là-dessus, on va voir effectivement l'ontologie singulière de l'État français se révéler au grand jour. Et cette révélation ne va pas faire forcément plaisir. C'est un peu ça que je vais vous montrer. Alors, tout d'abord, première révélation, eh bien, c'est que l'État est impréparé. Impréparation totale. Ça, c'est tiré d'un rapport sénatorial qui montre nos stocks de masques chirurgicaux en haut et FFP2 en bas. Et donc, vous voyez, il y a à peu près 20 ans, on avait des stocks, mais on va se désarmer complètement en stock. Alors, pour de multiples raisons, on pourra y revenir, bien sûr, des raisons financières, des raisons industrielles, on s'en fout, il y a la Chine, si on a besoin un jour de produire des masques, on leur demandera, et sauf qu'on n'a pas anticipé qu'eux aussi pourraient avoir nécessité de masques. Et donc, leur demander, ils vont d'abord servir les Chinois plutôt que les Français. Et donc, on se retrouve, vous voyez, en 2019, avec quasiment plus de stock de masques FFP2 et environ 100 millions de masques chirurgicaux. Bon, c'est ce qui va manquer, évidemment. Ça va tellement manquer que l'État va même dire que ça ne sert à rien, les masques. Donc alors je suis désolé de vous rappeler ça, ça fait jamais plaisir, mais on a quand même un ministre de la Santé qui l'a dit, j'insiste, l'usage du masque en population générale n'est pas recommandé et n'est pas utile. Si vous n'êtes pas malade ou qu'un médecin ne vous le recommande, il ne faut pas en porter. Voilà, quelques mois plus tard, ce sera le port obligatoire
vous ne pouviez rien faire sans un masque. Hein. Si bien que l'État sera condamné. En 2023, l'État est condamné pour avoir exposé des soignants sans masque. Voilà. Donc, impréparation et panique. La panique, elle ira très loin. Elle ira même, elle sera presque rocambolesque sur le tarmac de l'aéroport de Mulhouse, où, plus rapidement que l'État, un ensemble de collectivités territoriales, pour leurs propres fonctionnaires, avaient réussi à commander des millions de masques chinois. Hein. Donc il n'y avait pas simplement le Grand Est, il y avait aussi le conseil départemental des Bouches-du-Rhône, mais tout ça arrivait à Mulhouse. Sauf que les personnels relevant de l'État n'en avaient pas suffisamment. Et donc, le directeur de l'ARS, Grand Est, a saisi le préfet pour qu'il saisisse les masques commandés par les collectivités territoriales. Donc vous voyez où on en est arrivé. Ils ont fait intervenir, même pas la police, c'est l'armée. L'armée française a saisi les stocks de masques commandés par des collectivités territoriales pour les confier à l'ARS Grand Est. Donc vous voyez, en termes de coordination, on est arrivé quand même à un sommet. Toujours dans la série des impréparations, la question des tests. Vous savez, il fallait tester à un moment donné. Et très vite, on s'est rendu compte qu'on n'était pas capable de tester. En tout cas, pas suffisamment. Hein, on manquait de dispositifs, de machines, on manquait de fabricants de tests, etc. Et donc là aussi, ça fait partie un peu des ratés. Je suis en train de coller au tapis. Ça fait partie des grands sujets de l'impréparation de l'État. Sauf que, très vite, dans les collectivités territoriales, les présidents de département ont dit nous, on a des laboratoires vétérinaires. Les tests PCR, c'est très simple pour la médecine vétérinaire. On fait ça tout le temps. Donc, vous pouvez mobiliser nos laboratoires. Il n'y a aucun problème. Sauf que la réglementation ne l'autorise pas. La réglementation nationale ne l'autorise pas. Il a fallu attendre le mois d'avril, le mois de mai, pour que les laboratoires vétérinaires, départementaux, publics, soient mobilisés pour tester, pour fabriquer des tests, etc. Et on avait fait un petit graphique, notamment autour du GIP Labocea, qui est un laboratoire départemental qui dépend du conseil départemental d'Ille-et-Vilaine, qui très tôt a dit attendez, moi je peux faire des tests et massivement je peux vous aider. L'État a dit non, ça ne nous intéresse pas, non, vous voyez, on n'a pas confiance. Vous voyez, première offre de service du laboratoire Labocea, 17 mars. Il faudra attendre le 11 mai pour que des premiers tests soient faits par ce laboratoire, autorisés. Et c'est qu'après qu'il y a effectivement une montée en puissance. Donc vous voyez, là c'est un autre élément de la mise en œuvre. Lorsqu'elle est trop bureaucratique, c'est sa lenteur. Donc il va y avoir une lenteur à la capacité de l'État à regarder son écosystème en termes que peuvent faire les collectivités territoriales, que peut faire le secteur privé, que peut faire la société civile. Et cela, les Français l'ont très vite compris, très vite compris. Pour cela, on a quelques outils en sciences politiques, et notamment on a le baromètre sur la confiance politique. C'est un baromètre qui est fait depuis le début des années 2000 par le Cevipof à Paris, et qui montre traditionnellement, de toute façon, une exception française, c'est-à-dire que les Français, dans leur majorité, ont peu confiance dans les institutions. On peut confiance dans les institutions, on peut confiance dans leurs représentants politiques, etc., etc. Mais ils vont faire une enquête spécifique en 2021 sur la crise du Covid. Et qu'est-ce qu'on observe ? On observe deux choses. C'est que les Français vont se révéler bien plus défiants vis-à-vis de leurs décideurs que dans d'autres pays européens, qui sont confrontés à la même crise, qui sont confrontés au même drame quelque part. Mais contrairement
à l'Allemagne, au Royaume-Uni, à l'Italie, qui sont les trois autres cas qui sont testés, eh bien une majorité de Français ne fait pas confiance au gouvernement. Donc on assiste à une véritable défiance vis-à-vis des décideurs et des politiques publiques qui mettent en œuvre pour résoudre la crise. Et paradoxalement, et c'est le deuxième enseignement, les Français ne font confiance qu'à leur maire. Ils ne font confiance qu'à l'échelon de proximité pour résoudre les problèmes auxquels ils sont confrontés. Alors évidemment, on a bien compris que les maires n'allaient pas tout résoudre dans cette crise pandémique, mais sur la réponse au quotidien, les Français font confiance à leur maire, font confiance à cet élu de proximité pour trouver des solutions sur l'alimentation, pour trouver des solutions sur le service public, pour trouver des solutions sur l'école primaire, etc., etc. Donc, la crise du Covid-19, on pourra y revenir, elle a amplifié la défiance des Français vis-à-vis de leurs institutions. Alors, qu'est-ce qu'on en retire, nous, en analyse des politiques publiques, en sociologie des organisations, de cette crise? Alors, je dis bien de cette crise de 2020. 2021, 2022, déjà certains retours sur expérience auront été faits et ce sera un peu différent. Mais sur cette crise de 8-9 mois de 2020, on en retire d'abord qu'on a une action publique en France qui est descendante traditionnellement, je vous l'avais dit, c'est la tradition étatique française, mais qu'elle se déploie aujourd'hui dans une prolifération organisationnelle. Une prolifération organisationnelle, j'aurais presque envie de dire un chaos organisationnel. Premier élément, l'interministérialité ne fonctionne plus, ou en tout cas n'a pas fonctionné en 2020. Pas du tout. Les plans qui étaient prévus, les plans de crise, n'ont pas été respectés. On a créé de nouvelles organisations, le conseil scientifique, toutes les décisions se passaient en conseil des défenses, alors qu'il y avait des instances qui étaient prévues, des instances de crise. Voilà. Ça devait être, lorsqu'on a une crise de cette ampleur, normalement c'est le ministère de l'Intérieur qui gère la crise. Là, on l'a confié au ministère de la Santé, qui a beaucoup de qualités, mais qui n'est pas véritablement armé pour gérer une crise multifacette, avec des enjeux bien sûr sanitaires, mais des enjeux de sécurité, des enjeux alimentaires, des enjeux de services publics, etc., etc. La sécurité civile, donc les pompiers, ont été complètement mis de côté aussi dans la gestion de crise. D'ailleurs, il y a un rapport de la sécurité civile qui est extrêmement critique vis-à-vis de ces premiers mois de 2020. Donc l'interministérialité n'a pas fonctionné. On a vu une pluralité de lignes hiérarchiques. Préfet, ARS, qui commande? Là, je ne sais pas. Le préfet ou le directeur de l'ARS? On ne peut pas savoir. Pourquoi? Parce qu'ils sont sur la même ligne hiérarchique. Un préfet ne peut rien imposer à un directeur d'ARS. Le directeur d'ARS, il est désigné en conseil des ministres, comme un préfet. En créant les ARS, qui ne sont pas sous l'autorité des préfets, eh bien, on a créé deux lignes hiérarchiques. Et donc, si vous n'avez pas une volonté individuelle de coopérer, eh bien, ils peuvent rester tout seuls dans leur ligne de couloir. Donc, on a eu, évidemment, alors, autant les préfets, par exemple, avaient traditionnellement l'habitude de travailler avec les maires, et ça s'est plutôt bien passé. Autant les ARS, ils ne connaissent pas les maires, ils ne connaissent pas les élus locaux, ils ne connaissent pas la proximité. Donc ça a été vécu de manière extrêmement douloureuse par notamment les élus locaux. On a vu évidemment, et ça je vous l'ai dit, des lenteurs dans la décision, confère l'exemple sur la mobilisation des laboratoires vétérinaires. On a vu des injonctions contradictoires. Vous voyez, les masques, les porter, pas les porter. On a vu aussi des contestations multiples. Pensez à l'interdiction d'aller sur les plages. Vous voyez, l'interdiction d'aller au-delà d'1 kilomètre. Donc tout ça, ce que nous explique notamment Olivier Boras dans le bouquin que je vous conseille, Covid-19, une crise organisationnelle, pourquoi on a autant confiné, autant interdit, c'est parce qu'on ne pouvait pas faire autrement. Il n'y avait pas assez de masques. Vous voyez, on a confiné les gens parce que toutes les autres options étaient fermées du fait de notre impréparation.
Hein. Et donc on a fait ce qu'on sait faire, on a mis des flics partout et on a fait courir les flics derrière des kitesurfers qui voulaient aller à la plage. Voyez, hein. Et c'est ça. Donc on a finalement retrouvé l'essentiel de l'État régalien qui, par son autorité et le monopole de la violence physique légitime, confère Max Weber, contrôle parce qu'il ne s'est pas préparé à faire autre chose. Alors, notamment dans la première phase du Covid. Vous vous rappelez, la première phase du Covid, il y avait très peu de Covid, par exemple, dans l'ouest de la France. Très peu. On aurait pu très bien imaginer comme ont fait les Allemands, c'est-à-dire des confinements à géométrie variable. Mais on ne pouvait pas faire ça. Il aurait fallu avoir des capacités de test maximales. On n'avait pas ça. Il aurait fallu évidemment toute une série d'outils qu'on n'avait pas. Donc, on a tout à la chinoise. Et puis, dernier élément, évidemment, c'est la faiblesse de la marge de manœuvre donnée aux systèmes territoriaux. Les systèmes territoriaux qui se sont révélés assez innovants. Finalement, les innovations dans la coopération entre hôpital public, hôpital privé, ça s'est fait souvent du fait d'écosystèmes coopératifs et non pas parce que Paris le décidait. Les collectivités territoriales ont été extrêmement réactives pour déclencher des conseils de crise, des comités de pilotage, pour assurer la continuité des services publics. Vous voyez, collecte des déchets, tous les services, l'eau, l'électricité, etc. Il faut bien assurer une continuité. Et donc là, les collectivités territoriales se sont révélées assez proactives. Même si, évidemment, bon, c'est aussi la caractéristique de la décentralisation à la française, on y retrouve aussi la prolifération organisationnelle. Et donc des déficits de coordination parfois entre collectivités et entre les collectivités et les services de l'État. Mais principalement, j'ai envie de dire, entre les services de l'État de type ARS, avec les préfets, s'il y a eu quelques crispations, grosso modo, ça s'est plutôt bien passé. Et en revanche, on a vu, ce sera un peu la dernière type d'argument, des systèmes territoriaux qui se sont aussi révélés assez résilients. On a vu beaucoup de solidarité de proximité, la mobilisation de ressources, de retraités pour fabriquer des masques, voilà, des ingénieurs, des start-up pour fabriquer toute une série voilà, d'outils qui étaient facilitants pour les personnels soignants. Et on a vu aussi évidemment des distributions alimentaires, du bénévolat sur toute une série de sujets qui ont montré que la société civile locale a tenu le coup. Voilà. La résilience, en tout cas dans les premiers mois, elle a été sans doute plus au local qu'au national. Et les collectivités territoriales ont pu, pas partout, mais dans plusieurs régions, jouer le rôle un peu d'ensemblière de ces initiatives locales. Parce qu'elles connaissent, voilà, elles connaissent leur société, elles connaissent leurs acteurs, contrairement voilà, à des grands schémas de planification qui ont privilégié des politiques publiques, l'hôpital public, tous les établissements publics, sans prendre en compte l'écosystème. Y avait-il besoin de faire des TGV sanitaires? On a été les seuls à faire ça. TGV sanitaire. Le délire total. On fait traverser, voilà, c'est comme ça qu'on a perdu Christophe, le chanteur. Je plaisante, mais qu'à moitié d'ailleurs, effectivement, il était à Paris et on l'a perdu à Brest. TGV sanitaire. Mais on était les seuls en Europe à faire ça. Alors qu'il y avait des lits qui étaient disponibles dans des cliniques et dans des hôpitaux privés. On a parié que sur le public, 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 public. Alors que si on regardait, on ouvrait les yeux, l'écosystème était bien plus riche qu'il n'y paraissait. Donc ça, il faut quand même, à mon avis, un peu y réfléchir pour l'avenir. Donc tout ça, voilà, c'est critique, on dira peut-être un peu facile, mais en tout cas, c'est ce qu'apporte l'analyse des politiques publiques. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Quelles leçons retirer de tout cela? Bien, il faut, à notre avis, modifier les modalités de préparation à la gestion de crise. Et donc, reconfigurer les retours d'expérience en renouvelant la formation des élites. Mais élites sanitaires, que vous êtes, que vous allez être, élite administrative, élite managériale, etc. Donc,
Et donc travailler sur plusieurs pistes. Par exemple, est-ce qu'on n'a pas intérêt à avoir un établissement autonome de gestion de crise, voilà, qui soit complètement déconnecté de toutes les contraintes politiques, de toutes les contraintes, de toute une série de contraintes bureaucratiques qui ont fait que beaucoup d'acteurs ont agi en silo, selon des lignes hiérarchiques très bureaucratiques. Un établissement autonome, un peu sur le modèle du bureau enquête accident pour l'aviation civile, vous voyez, qui est complètement autonome, qui a sa propre réglementation, son propre budget, et qui fait voilà, un retour d'expérience sur la crise. Aujourd'hui, on a eu beaucoup trop, finalement, de retours sur expérience sur la crise. Il y a des dizaines de rapports à l'Assemblée nationale, au Sénat, et que sais-je encore. Il faudrait avoir vraiment un établissement qui sache évaluer la crise et quel, finalement, retour sur expérience on va garder. Qu'est-ce qu'on va garder ? Ce fameux couple maire-préfet, finalement. Le couple maire-préfet qui a été inventé par la Troisième République, c'est sans doute l'exemple de la meilleure coordination entre l'État et les collectivités territoriales. Il faut réfléchir au partenariat public-privé. Je vous parlais des TGV sanitaires. Enfin, ça a été quand même invraisemblable, cette obsession de l'hôpital public pendant toute la crise. Il fallait évidemment mobiliser l'hôpital public, mais il fallait mobiliser tous les acteurs. Ça n'a été fait que très partiellement, de manière très résiduelle. Et puis, il faut sans doute aussi réfléchir à une culture scientifique beaucoup plus forte de nos élites administratives. Vous voyez, Angela Merkel, qui présidait l'Allemagne, c'est une physicienne. Eh bien, à chaque conseil des ministres, alors elle, les conseils des ministres qu'elle organisait, c'était bien sûr avec ses ministres, mais c'était aussi avec les présidents des Länder. Elle faisait un point elle-même médical, quasiment, sur la crise, parce qu'elle comprenait tout à fait les enjeux. Voilà, je ne suis pas sûr que tous nos élus, tous nos ministres aient parfaitement compris ce que supposait, en termes sanitaires, cette crise. Et puis, pour les élites sanitaires, je pense qu'il faut une culture organisationnelle aussi plus forte. Ce n'est pas parce qu'on appuie sur un bouton qu'on a un résultat. Ça, c'est souvent les scientifiques ont ce réflexe. Non, la culture organisationnelle, c'est très complexe, en fait. Il y a des intérêts, il y a des jeux de conflits, de coopération. Donc voilà. Donc, il faut se préparer à l'incertitude. Et je conclurai en disant que je ne sais pas si vous avez lu ce bouquin d'un historien français magistral qui s'appelle L'étrange défaite. Vous connaissez L'étrange défaite ? Bon, Marc Bloch. Marc Bloch, c'est un grand officier français et un grand historien français. Il combat contre l'Allemagne en 1939-1940 et il est fait prisonnier. Et dans son camp de prisonniers, il écrit un témoignage sur ce qu'il a vu finalement, sur l'impréparation de l'armée que l'on disait la plus puissante du monde en 1939, c'est-à-dire l'armée française. Elle avait autant de chars que les Allemands, elle avait autant d'avions que les Allemands, mais elle n'a pas su les utiliser parce que ses chefs réfléchissaient comme en 14-18. Voilà, je vous remercie. Ok, merci. Bon, malgré les pièges qu'on m'a tendus, je réitère mes remerciements à Patricia. Donc je vais avoir une approche un peu différente de celle de Romain parce que je suis économiste. Et donc on s'intéresse plutôt au comportement, aux décisions individuelles, à l'arbitrage que font les gens, à l'utilité que peut avoir un ordinateur, par exemple pour moi, qui n'est pas la même que celle d'un agriculteur ou d'un autre domaine. Et je vais vous parler également de la crise Covid. Donc je vais avoir une approche d'épidémiologie économique de la crise Covid. Avant cela, je voudrais brièvement en fait, vous expliquer pourquoi un économiste s'intéresse aux épidémies et s'intéresse aux maladies infectieuses. Donc premièrement, en fait, on s'intéresse aux maladies infectieuses en économie parce que il y a des coûts économiques des maladies, il y a des coûts économiques des maladies infectieuses en particulier.
Et il y a des effets causaux bien documentés désormais des maladies sur les résultats économiques, à la fois dans les pays à faible et fort revenu. Donc on a des revues de littérature sur ces sujets-là. Il y a des effets à court terme, à moyen terme, à long terme, de chocs précoces sur l'accumulation de capital humain. Ce qu'on appelle du capital humain, ça peut être de l'éducation, du travail. On a des effets sur la productivité, sur le revenu qui ont été bien documentés. Les économistes se sont focalisés aussi sur ces sujets-là à partir de l'hypothèse d'origine fétale de Barker et les origines développementales qui disent que la santé au jeune âge impacte la santé à long terme des individus, mais aussi tout un tas d'autres facteurs. Et donc, voulant élargir la littérature épidémiologique, les économistes ont augmenté le nombre de traumas qu'on peut avoir durant l'enfance, durant la période in utero, pour intégrer des crises économiques, des crises nutritionnelles, etc. et regarder l'effet sur le long terme, sur les générations futures, voire sur le développement des nations. Et donc ces effets-là ont également été intégrés dans la théorie économique et ont été testés, notamment maintenant le modèle de Ekman, qui est un modèle sur retour sur investissement en fait, des investissements en santé, de la prévention, etc., est très utilisé en médecine, notamment pour justifier des interventions dans les 1000 premiers jours, par exemple. Et donc, on a un apport de plus en plus important aussi de l'économie dans le domaine clinique. Donc les contributions, en fait, elles sont diverses. Selon les méthodes, vous avez des modélisations, vous avez des études de cohorte, vous avez des quasi-expérimentations, vous avez des études en randomisation contrôlée, etc., etc. Pourquoi ça peut s'appliquer aussi aux maladies infectieuses et pourquoi on s'intéresse particulièrement aux maladies infectieuses dans ce contexte? Parce que notamment sur l'origine fétale, les maladies infectieuses tuent sur la planète de façon générale, peut-être un peu moins en France, essentiellement des enfants. Et donc, s'intéresser particulièrement aux maladies infectieuses est important ici. À l'heure actuelle, cette littérature se focalise également désormais de plus en plus sur la santé en elle-même. Donc les économistes s'intéressent à la mortalité, s'intéressent à la santé par elle-même, parce qu'on cherche à comprendre les facteurs qui vont façonner le bien-être d'une population, et on s'intéresse aux impacts cumulés de divers facteurs précoces à long terme également. Donc c'est une littérature empirique fondée sur des modèles d'Ekman, des modèles de Grossman, etc. La deuxième raison pour laquelle on s'intéresse aux maladies infectieuses est la question qui se rapproche le plus du sujet d'aujourd'hui de la vaccination, c'est d'essayer de mieux comprendre comment circule une épidémie. Et dans une épidémie, il y a des comportements. Donc, par exemple, si je prends le Covid, le confinement est une vaccination sociale. On cherche à interrompre la transmission de la maladie via un type particulier de vaccination qui est de rester chez soi, de respecter la distanciation sociale entre individus, de ne pas se rapprocher d'un autre individu qui est contaminé, par exemple. Et donc, comprendre les comportements à ce niveau-là inclut de bien cerner en fait comment les individus réagissent à la dynamique collective, réagissent au risque, réagissent à la transmission. Donc ces modèles-là, qui sont des modèles d'épidémiologie initialement, qui cherchent à modéliser la transmission de la maladie dans une population susceptible, infectée ou qui se rétablit, si vous voulez, sont des modèles classiques en épidémiologie, mais qui n'intègrent pas de comportement en général. Donc nous allons essayer d'intégrer des comportements, et nous allons essayer d'intégrer d'autres concepts économiques, comme les externalités, qui sont par exemple le fait que les vaccins vont protéger d'autres personnes que moi si je me protège, ou alors des effets négatifs aussi en termes de diffusion de maladies. Et donc depuis la Covid, il y a eu un tsunami d'articles en fait sur cette combinaison de modèles épidémiologiques et économiques. Et donc je vais me focaliser principalement là-dessus aujourd'hui. Je vais essayer de vous faire rentrer dans la tête d'un économiste. Si j'y arrive, à la fin, si je vous donne quelques intuitions, j'aurai plus ou moins gagné mon pari. Les voies de recherche à ce niveau-là, c'est d'intégrer plus d'hétérogénéité de comportement, des dynamiques individuelles induites et collectives, le rôle des opinions et de la confiance dans les politiques publiques, dans des contextes divers, notamment des contextes d'incertitude extrême, et aussi d'intégrer des coûts plus larges. Et donc dans ma présentation aujourd'hui, je vais intégrer des coûts de santé mentale, par exemple, dans les effets du confinement. Et donc là, on est principalement dans une littérature théorique, mais avec des applications.
Et enfin, et je rejoins là Romain sur l'analyse des politiques publiques, en tant qu'économiste, on s'intéresse à l'effet des politiques publiques, et vous connaissez tous le célèbre « quoi qu'il en coûte » en début d'épidémie. Est-ce qu'il était fondé sur des questions, sur des évaluations rigoureuses préalables? A priori, Romain nous a dit pas trop. On verra si c'est le cas. En tout cas, il y avait des articles avant la crise. Il y a des articles avant la crise qui montraient que, par exemple, sur la grippe saisonnière, il n'est pas coût efficace de confiner les gens. Okay, par contre, sur des maladies beaucoup plus contagieuses comme le Covid, il peut être efficace de confiner les gens. Et donc, on sait tous que les mesures de contrôle sont utiles, peuvent être utiles, mais sont coûteuses. Le confinement, le chômage partiel, les tests, les grèves, les vacances, qui sont des formes aussi de distanciation sociale. Les vacances, les grèves peuvent être perçues comme une forme de choc sur la transmission, ou la vaccination sont coûteuses, jusqu'où on va dans les coûts et jusqu'où on considère que c'est coût efficace de mettre en place une mesure. Il y a aussi le défi d'estimer les effets en prenant en compte ces comportements que j'ai mentionnés ailleurs, de prendre en compte le timing et la rigueur optimale dans le cadre de la mise en place d'une politique publique, et enfin la question de l'évaluation par elle-même est une question technique qu'il faut aborder, et sans évaluation, on gaspille, en quelque sorte, on peut gaspiller des ressources. Donc à ce niveau-là, on peut bien entendu inclure des aspects redistributifs, inégalités, etc. Je ne m'en occuperai pas aujourd'hui. Et donc on est sur un mélange de travaux théoriques et empiriques. Donc j'en viens au sujet d'aujourd'hui. Je vais prendre l'exemple d'une analyse épidémie, santé mentale et confiance dans les politiques publiques sur la base d'un papier qu'on a développé depuis 5 ans maintenant avec mes 2 collègues Jérôme Ada et Raouf Bouskine qui sont à Bocconi et à Marseille. Et donc notre objectif initial, on a commencé ce projet en pleine crise Covid en 2020, était de comprendre l'interaction entre épidémie virale, santé mentale, mobilité et confiance dans les politiques publiques, que j'abrège ici en confiance publique. Donc évidemment, les mesures de confinement peuvent générer une mauvaise santé mentale, une sorte de deuxième épidémie, et des violations des consignes, des obligations, dues à la méfiance envers les politiques publiques. Ça, on est à peu près sûr que ça a eu lieu. Et nous proposons ici un modèle qui est assez riche au niveau individuel et qui combine plusieurs aspects. La transmission virale, les effets sur la santé mentale, les décisions de mobilité des individus, la confiance dans les politiques de santé publique, avec de l'hétérogénéité par âge, par région, par revenu des individus, et avec un apprentissage, c'est-à-dire que les gens apprennent au cours de l'épidémie et apprennent au cours du temps. Et donc l'idée ici, c'est donc de réutiliser les modèles épidémiologiques dont je vous ai parlé. On sait tous, on connaît tous le R0, le taux de transmission, etc., qui était en apprentissage pendant la crise Covid, on ne les connaissait pas au départ. On sait que la durée moyenne d'infection pour le Covid, c'est entre 5 à 7 jours selon les variants. Et de compléter tout ça avec une partie sociale, une partie comportementale dans un modèle mathématique analytique, qu'on va tester sur la base de données réelles haute fréquence. Donc, en guise de motivation, j'ai pris quelques articles de presse de l'époque. La deuxième épidémie de santé mentale, on la connaît tous. Vous avez plein d'articles dans le monde, la jeunesse en détresse psychologique. A priori, principalement, la jeunesse était en détresse. Donc, il y a beaucoup d'articles sur l'anxiété, le stress, la dépression durant la pandémie. Mais il y a aussi beaucoup d'articles sur la méfiance, la confiance dans les politiques publiques. Donc, notamment, peut-on interdire une fête privée à son domicile au nom de la lutte contre le Covid-19. Il y a des articles assez cocasses, j'en ai pris que quelques-uns ici. On commence par les données. Donc, en source de données, on a procédé de la façon suivante. On a pris des données séroprévalence et des données d'hospitalisation classiques que vous connaissez de Santé publique France, à la semaine ou à la journée, comme on veut. Et on s'est focalisé sur les deux premières vagues du Covid pour éviter d'avoir toute la vaccination classique, clinique, on va l'appeler, et se concentrer uniquement sur la vaccination sociale, les 2 confinements. On a utilisé des données de mobilité, donc là c'est des données géolocalisées à partir des opérateurs de téléphonie mobile, qui nous donnent des indicateurs haute fréquence, des matrices origine-destination, de mouvement des populations, de mouvement des gens, et donc on peut estimer en quelque sorte combien de personnes allaient au-delà du kilomètre et combien de personnes respectaient ou non
les mesures de confinement qui étaient préconisées. On a de la santé mentale, on a les ventes hebdomadaires de médicaments de psychotropes à la pharmacie d'officine, géolocalisées également. Et comme les gens bougeaient peu pendant cette période-là, on peut se dire en fait que c'est vraiment là qu'ils allaient, contrairement à une période classique où on consomme parfois à côté du travail et puis on revient chez soi et la pharmacie n'est pas le lieu de son domicile. Et enfin, on a des données sur des croyances via des enquêtes classiques type Coviprev de Santé publique France. Donc pour vous donner un peu une idée de la mobilité, on peut descendre à 1 km² au niveau de Paris par exemple, et donc on a des flux d'entrée et de sortie par âge ou par revenu qui comptent le nombre quotidien de trajets d'une zone vers une autre, ventilés par origine-destination, et donc on a des règles pour attribuer un trajet, on peut tester la sensibilité de tout ça. Sur le reste de la France, on a également des données du même type, à des zones plus larges, 15 km², et on utilise ces matrices origine-destination de la même façon. Au niveau de l'analyse des données, on procède à une analyse statistique qui ici se veut un peu causale du fait de la soudaineté du choc qu'on a eu de confinement, qui n'a pas été tellement anticipé, à part à Paris où beaucoup de gens se sont rués vers la province, et on y reviendra, mais on a des données là-dessus aussi. Donc je vous rappelle que l'amende était de 135 € au-delà d'1 kilomètre, pouvant atteindre 200 €, voire un emprisonnement, et 3 750 € en cas de multiples récidives. Donc nous avons une analyse statistique de ça en étude qu'on appelle l'étude en événement, en statistique et économétrie, et on récupère en fait les moments d'ordre 1, c'est-à-dire les moyennes, chaque semaine après le Covid, après le démarrage du Covid. Sur les données de psychotropes, je vais un peu vite, mais le temps est court. On a des ventes hebdomadaires de médicaments psychotropes en France, assez classiques. C'est des données au ticket de caisse qu'on agrège à la semaine. Et là, je vous donne un ordre d'idée de l'échantillon de pharmacie qu'on avait par exemple à Paris et de l'échantillon de pharmacie qu'on avait en France. Donc on a plus de 9000 pharmacies représentatives sur le territoire national. Donc c'est un jeu de données en 4 dimensions, le temps, le lieu, la classe de médicaments ATC, donc on a des antipsychotiques, des anxiolytiques, des hypnotiques, des sédatifs, des antidépresseurs. On standardise tout ça pour pouvoir comparer et on utilise une équation similaire pour estimer l'effet de la pandémie sur la consommation de médicaments. Cette consommation de médicaments de psychotropes, elle est très corrélée à la dépression déclarative. J'écarte tout de suite ce type de question parce qu'on nous la pose souvent, mais on a fait des tests sur la base de surveys et elle est assez corrélée à la dépression déclarative. Donc si vous voulez, à gauche, vous avez, à ma gauche, à votre gauche également, vous avez la mobilité et la mauvaise santé mentale à droite. Et donc on s'aperçoit, par rapport à un baseline qui est avant la pandémie, qu'on a lors des 2 confinements une chute drastique de la mobilité au cours du temps. Et cela aussi bien pour tous les âges. On fait la même chose sur la mauvaise santé mentale, dont la consommation de médicaments. Et on a une forte hétérogénéité selon les âges, c'est-à-dire qu'on a plus de consommation, une augmentation plus forte de la consommation de psychotropes chez les jeunes que par exemple chez les adultes ou chez les personnes âgées. Donc c'est un peu ce que montrent ces courbes. On regarde en fait les tendances par rapport à avant la crise Covid. Au niveau des cartes, on peut aussi regarder et géolocaliser tout ça et on peut faire des corrélations et des croisements. Et donc on s'aperçoit, on voit bien que la mobilité a beaucoup chuté à Paris, par exemple, au centre de la France. Et on peut regarder si ça a un effet sur la consommation de psychotropes. Et est-ce que ça s'accumule au cours du temps ou alors est-ce que ça s'estompe? Donc la réponse est que ça a plutôt un effet de stock et que ça s'empire au cours du temps. Donc ce qu'on trouve à peu près en synthétique, c'est qu'une baisse de la mobilité de 10% au premier confinement entraîne une hausse de la consommation de médicaments de 5% à peu près à long terme au deuxième confinement. Et enfin, la confiance dans les politiques publiques. Ce qu'on observe, c'est que les restrictions de mobilité sont plus efficaces lorsque la confiance est élevée, en théorie, et que la méfiance peut amplifier les violations et saper le contrôle de l'épidémie. Et donc ici, dans nos données, on observe que la proportion de gens qui pensent que la distanciation sociale marche baisse à peu près de 20% entre la vague 1 et la fin de la vague 2, si vous voulez.
Donc 20%, c'est quand même pas négligeable. Donc on a un étiolement, on va dire, une dégradation de la confiance dans les politiques publiques au cours du temps. Maintenant, le modèle, je ne vais évidemment pas rentrer dans les équations mathématiques du modèle, mais je vous donne juste le résumé du cadre analytique pour comprendre les décisions de mobilité, la conformité au confinement et la santé mentale. Donc ça, c'est la partie décision individuelle, compartiment économique, qui est connectée à un modèle épidémiologique, SIR, de diffusion de la maladie. Donc on a une politique publique qui est mise en place, le confinement, une prévalence de maladies qui évolue au cours du temps, notre confiance dans les politiques publiques et la santé mentale des individus. Ces 4 paramètres vont influencer mon choix de mobilité. Donc je décide de bouger ou pas selon que je crois dans les politiques publiques, selon que la mobilité, le fait de ne pas bouger affecte ma santé mentale ou non. Et tout ça est évidemment endogène et réimpacte la période d'après, la prévalence de la maladie, la confiance dans les politiques publiques et la santé mentale au cours du temps. Et donc j'apprends au cours du temps dans ce processus. Donc l'idée clé ici, en fait, c'est que chaque individu, vous et moi, avons arbitré entre bien-être mental, nos revenus, c'est-à-dire le risque d'avoir une taxe en sortant pour la santé, le risque aussi pour la santé en termes de peur de la maladie, lorsqu'on décidait de parcourir une certaine distance ou de quitter Paris, par exemple, etc. Donc, sur la mobilité, les personnes ont des préférences de mobilité ex ante. Il y en a qui aiment bien bouger, il y en a d'autres qui n'aiment pas bouger. Et donc, la mobilité conduit à des contacts à d'autres types d'individus. Le confinement va évidemment rompre la mobilité. Et donc, notre hypothèse dans ce modèle est que les gens vont avoir une décision de mobilité à prendre, impactée par d'autres paramètres. Sur la santé mentale, l'idée c'est que de rester dans des limites confinées dans un appartement affecte votre santé mentale, comme on l'a vu dans les données. Et il y a une désutilité de la mobilité réduite qui dépend de cette santé mentale, mais en retour, la santé mentale dépend aussi de la mobilité manquée. Sur les croyances, si vous ne croyez pas que les politiques fonctionnent, rester à la maison est encore plus coûteux que si vous croyez que ça fonctionne bien. Et donc la confiance dans les politiques publiques va aussi affecter votre décision de mobilité. Les politiques et la consommation, comme je vous l'ai dit, rentrent dans la fonction de revenu dans le modèle. On a des pénalités, des taxes qui impactent votre revenu disponible et qui va aussi impacter votre décision de mobilité. Et enfin, on a un risque infectieux. Plus la mobilité augmente, évidemment, plus les gens se croisent. On a une sorte de fonction spatiale dans le modèle où les gens peuvent décider de bouger spatialement dans le modèle. Et plus ils bougent spatialement, plus ils rencontrent aussi d'autres gens. Et donc, plus ils rencontrent d'autres gens, plus le risque de transmission de la maladie est fort. A l'inverse, la peur des infections réduit la mobilité des individus. Donc voilà, ce que nous faisons, c'est mettre ces différents compartiments en équation et ensuite estimer le modèle pour récupérer les paramètres. Je fais juste une petite parenthèse sur Paris. Il y a 20% des gens qui ont quitté Paris. On a les statistiques dans nos données de mobilité et donc on a intégré ça également dans le modèle, évidemment. Adéquation du modèle. Une fois qu'on a un modèle de ce type, on essaye de fitter le modèle aux données, c'est-à-dire qu'on essaye de l'estimer et de le calibrer en partie pour correspondre le mieux possible aux données réelles. Là, ce que vous voyez sur ces graphes-là, sur les 4 dimensions que je vous ai données, la santé mentale, les hospitalisations, la mobilité et la confiance, on essaye de faire correspondre le modèle, les estimations, aux données réelles. Alors évidemment avec moins de bruit que dans les données réelles, mais notre modèle reflète pas mal ce qui se passe. C'est l'objectif en tout cas, c'est pas parfait, mais c'est l'objectif de refléter pas mal la réalité. Et quand on a fait cet exercice-là, on peut passer à l'étape d'après. Donc à ce stade, la contribution du modèle nous donne un cadre pour réfléchir aux effets dynamiques collectifs et individuels des politiques pendant les épidémies et les crises. On a quelques conclusions intermédiaires. Restriction de mobilité due à la politique ou à la peur de la contamination conduit progressivement et de façon cumulative à une détérioration de la santé mentale. La confiance dans les politiques publiques joue un rôle important dans les décisions de mobilité, dans la manière dont l'épidémie virale se propage.
Et une politique qui restreint la mobilité actuelle peut compromettre les résultats futurs si les individus perdent confiance dans cette politique. Okay, donc les politiques de confinement doivent être minutieusement analysées et planifiées dès le début en prenant en compte différents paramètres. Dans notre cadre ici, évidemment, on fait des choix, on s'est focalisé sur ces aspects-là, mais on arrive, y compris sur les hospitalisations, à des résultats qui sont aussi bons, voire parfois meilleurs que des SIR, des modèles épidémiologiques simples, classiques. Maintenant, j'en viens à la conclusion. Quelle est l'implication pour l'évaluation des politiques publiques et de scénarios contrefactuels? En général, notre objectif en tant qu'économiste est de fournir une compréhension large des politiques qui relient les maladies infectieuses à des effets de long terme. Donc on cherche à affiner les politiques sur des maladies infectieuses spécifiquement par âge, par sexe, par région, et c'est pour ça qu'on a pris un niveau d'hétérogénéité important dans le modèle. On cherche à faire de la prospective, c'est-à-dire aider la décision du décideur dans le futur, dans l'avenir, pour prendre des décisions qui sont un peu plus éclairées, on va dire. Donc ce modèle d'épidémiologie économique ici nous permet en fait, une fois qu'on sait qu'il colle bien à la réalité, de faire des scénarios qu'on appelle scénarios contrefactuels et de jouer avec différents paramètres du modèle. Par exemple, s'il n'y a pas d'effet santé mentale dans le modèle, qu'est-ce que ça donne? S'il n'y a pas d'effet de confiance initiale dans la politique publique, qu'est-ce que ça nous donne? Si le variant était beaucoup plus infectieux, qu'est-ce que ça va nous donner? Si la pénalité de sortir, on l'augmente de 135 à 300 € au départ, qu'est-ce qui se passe? Etc., etc. On peut faire plein de scénarios différents, par groupe d'âge ou sur le chômage partiel, par exemple, etc. Je ne vais pas vous donner évidemment tous les scénarios possibles, mais j'en prends juste quelques-uns. Donc si la santé mentale se détériorait jamais, par rapport au scénario de base qu'on avait et aux données réelles, évidemment qu'on voit dans la mobilité un respect beaucoup plus grand de la mobilité et donc une décroissance encore plus forte de la mobilité par rapport à la réalité qu'on a observée. Donc, les croyances sont également plus fortes et augmentent au cours du temps. Les hospitalisations, elles, vont avoir tendance à diminuer pendant les confinements, évidemment, mais à remonter derrière. Et on peut faire cette analyse chez les adultes, chez les jeunes, etc. Donc on voit bien un double rôle de la santé mentale dans cet exercice contrefactuel. Elle est essentielle au bien-être en plein confinement, mais elle amplifie simultanément la dynamique épidémique en modifiant la mobilité et par conséquent la transmission. Deuxième exercice, si on prend une évaluation du bien-être global des individus sur la base de leur risque d'infection, de santé mentale et de mobilité réduite, qu'est-ce qui se passe au cours du temps? Donc là, on s'aperçoit effectivement que probablement les jeunes et les vieux vont avoir des effets différents. C'est-à-dire que les vieux sont plus impactés, les personnes âgées, pardon, sont plus impactées par la peur de la pandémie, alors que chez les individus jeunes, ce sera plutôt le fait de ne plus bouger qui les a impactés beaucoup. Et donc, on peut quantifier les différents mécanismes que l'on a dans notre modèle et décomposer en fait la perte de bien-être selon la santé mentale, selon l'effet de mobilité ou selon l'effet d'infection. Et enfin, dernier point, et je finirai sur ça, on peut se poser la question de qu'est-ce qui était mieux. Est-ce que le laisser-faire total ou la politique de contrôle stricte a été plus efficace? Et donc on peut comparer ces deux types de politiques. Ce qu'on constate en termes de bien-être, c'est qu'il y a bien un effet positif du confinement sur la mortalité, mais que l'écart, si on prend en compte les différents paramètres que j'ai indiqués, la santé mentale, etc., entre les deux alternatives extrêmes, est relativement faible. Ce qui peut-être explique pourquoi on a eu tant de débats pendant la crise sur « Ah, la Suède fait mieux que nous, alors qu'ils sont finalement sur du laisser-faire quasi total, alors que la France est sur une politique de confinement strict, et du coup,
on aurait dû laisser les gens libres, etc. Donc ce n'est pas l'argument de dire ça, mais disons que si on intègre plus ou moins de dimensions dans le modèle, on peut avoir des différences relativement légères entre ces deux options. Voilà. Donc je vous remercie de votre attention et je suis à vous pour les questions. J'espère que j'étais dans les temps d'ailleurs. Merci beaucoup. Nous allons pouvoir passer aux questions. Je vous rappelle que... Hop. Ah, pas du tout. Voilà. Je vais vous projeter le QR code. Vous allez pouvoir, je vais y arriver, poser vos questions de deux façons. Donc soit à l'oral et je viendrai vous donner le micro, soit vous avez la possibilité en flashant le QR code de pouvoir mettre en place donc des questions par écrit qui seront modérées. Voilà. Donc est-ce qu'il y a des premières questions dans l'Assemblée? J'arrive. On a un micro juste derrière, le deuxième là-bas. Ouais, super. Merci. Bonjour, merci pour vos interventions. Je voudrais revenir justement sur cette histoire de confinement et par exemple sur l'exemple de la Suède, parce que effectivement, de ce que j'ai pu lire, il y avait l'impact, on veut dire, la différence entre la politique menée en Suède et celle en France. Je pensais qu'il était même inexistant. Vous me dites très faible, je veux bien le croire, mais on peut quand même s'interroger sur le bon sens de cette politique de confinement. Et puis M. Pasquier nous avait dit que ce confinement avait sans doute été motivé par une espèce de panique ou cette impréparation qui fait qu'on ne pouvait pas faire autrement. Alors si en France, on ne sait pas très bien ce qui a motivé cette politique, il y a quelque chose qui est accessible au public en Allemagne, qui s'appelle les RKI Files. Pour rappel, l'Institut Robert Koch est l'équivalent de l'Agence nationale de santé en Allemagne. Et alors que notre commission scientifique en France, ce qui s'est passé est toujours, je crois, sous le sceau du secret, en Allemagne, les délibérations ont été rendues publiques. Et on sait en fait que tous les experts sanitaires étaient contre le confinement, et qu'à un moment donné, ce sont les politiques qui ont pris la main sur les décisions pour imposer ces confinements. Alors on ne sait pas très bien pourquoi, mais je pense qu'il y a beaucoup d'interrogations à avoir là-dessus. Et puis, pour ma part, j'ai assez mal vécu les confinements, je pense qu'il y en a d'autres que moi qui l'ont mal vécu, mais cette histoire de qualifier le confinement de vaccination sociale, je ne sais pas bien si c'est une idée d'économiste ou ça c'est vraiment quelque chose de scientifique validé par des immunologistes. À mon avis, je suis pas du tout médecin ni rien, mais je pense qu'on isolait les malades dans ce type de choses et pas la population générale. Donc je pense qu'il y a vraiment une interrogation politique majeure à se poser sur ces politique de confinement. Voilà. Merci. Alors oui, si on a fait ce papier, c'est exactement à cause de ça. Hein. C'est parce qu'il y a effectivement des questions à se poser. Sur le terme de vaccination sociale, c'est un terme qui a été beaucoup utilisé, pas que dans la littérature économique, mais dans la littérature en sociologie ou en SHS pendant la crise Covid. Donc là-dessus, les confinements étaient beaucoup moins sévères une fois que la vaccination clinique a aussi été mise en place. Donc ça peut être débattu, effectivement. Voilà, c'est pas nous qui avons inventé le terme pour cette étude-là. Donc, bon, on peut utiliser ce terme ou un autre, ou en débattre, je suis d'accord avec vous. Sur la question de la Suède et de la France, effectivement, hein, l'idée c'était justement de regarder un peu ex post avec les données de qualité disponibles. Si ce qu'on voyait dans le débat,
pouvaient être, ou dans le sens commun, on va dire, pouvaient être retrouvés dans des données. Et effectivement, on s'aperçoit que finalement, selon les dimensions qu'on prend, on n'a pas trop d'écart. Maintenant, dans notre analyse, on a pris en compte la santé mentale. Si vous prenez d'autres choses en compte, peut-être que vous trouverez un écart plus important que le nôtre. L'avantage de cet exercice de comparer ces deux extrêmes permet aussi de quantifier un peu la peur de la maladie versus, c'est-à-dire que si jamais on a un laisser-faire total, vous avez quand même des gens qui restent confinés chez eux, en fait. Donc du coup, ça veut dire que vous captez un effet peur de la maladie. En Suède, il y a aussi eu des gens qui se sont auto-restreints de bouger dans la société, et ça a permis de contrôler aussi la diffusion de la maladie. Donc voilà, cet exercice-là est aussi intéressant pour ça. Et c'est aussi pour ça qu'on parle parfois de vaccination sociale, quoi. Parce que ça fait baisser le taux de transmission et ça fait baisser le R0. Oui, alors, je ne sais pas si je peux ajouter beaucoup de choses par rapport à ce que vous disiez. Bah, effectivement, c'est toujours intéressant de voir les écarts entre la parole scientifique et la décision politique. Hein, évidemment, on voit bien que là, il y a parfois des décisions politiques qui sont prises, qui peuvent s'éloigner d'un certain nombre de recommandations expertes, ou alors, mais on est assez coutumier du fait en France. Hein. Je ne sais pas si, alors, pour les jeunes ne s'en souviennent pas, mais vous, monsieur, je suis sûr que comme moi, vous vous en souvenez, on a eu la catastrophe de Tchernobyl. Vous vous rappelez ? Bon, eh bien, on a eu des experts français qui nous ont expliqué que le nuage s'était arrêté à la frontière. Hein, qu'on avait des petits bras musclés en France, et donc que le nuage radioactif n'avait pas touché. Alors qu'on sait qu'évidemment, bon, bien sûr, évidemment qu'on a été touché. Donc il y a aussi, ça renvoie aussi à la question du silence, à la question de la transparence. On a une tradition étatique en France où beaucoup de décisions sont prises en petits comités. Hein, donc vous voyez, c'est dans la tradition étatique, technocratique et légale. Donc petit comité par des gens qualifiés à prendre des décisions politico-administratives, mais qui n'ont pas évidemment une culture démocratique forcément très avancée, ou en tout cas leur rationalité, c'est pas de faire partager leurs décisions. Leur rationalité, c'est d'estimer que ce sont les seuls qualifiés pour prendre cette décision. Hein, donc, vous voyez, c'est une logique très descendante où on va considérer beaucoup d'acteurs comme immatures à prendre des décisions. Hein. C'est vrai pour les personnes âgées, d'ailleurs. Hein. Vous voyez, on a quand même infantilisé les personnes âgées. Hein. On leur a dit non, oh non, attention, vous n'êtes plus vous pouvez plus. Vous n'êtes plus maître de votre décision, l'État s'occupe de tout. Vous voyez, l'État s'occupe de tout. Donc, vous voyez, ça renvoie quand même à des façons de gérer les problématiques, de gérer la société. Et donc, dans des sociétés beaucoup plus horizontales, comme l'Allemagne, modèle germanique, comme la Suède, modèle scandinave, la question de la transparence, ce sont des questions bien plus majeures que chez nous. Hein, ça fait scandale s'il n'y a pas de transparence, voyez. Mais ça renvoie aussi à d'autres choses. Moi, là, je dévie complètement, mais la question de la corruption, vous voyez, par exemple. En Suède, si vous empruntez pour un usage personnel pendant 5 minutes la voiture, vous êtes de la collectivité, vous êtes immédiatement démissionné. Hein, votre carrière s'arrête là. Hein, vous voyez, en France, dans d'autres pays, on a un rapport plus différent, on va dire, à la chose publique. Donc, encore une fois, vous voyez, nous, ce qui nous intéresse, c'est que la crise, par le fait qu'elle va révéler et mettre à nu toute une série de mécanismes, elle révèle la nature profonde, en fait, des systèmes politico-administratifs. Et je pense que, j'ai presque envie de dire, on a eu la chance de vivre cette crise pandémique qui nous a révélé
finalement la nature profonde de la gouvernance française. Et on s'excuse d'avoir généré des souvenirs douloureux en reparlant du Covid. Oui, on va continuer dans les souvenirs douloureux. Déjà, merci pour vos interventions complémentaires. Je voulais rappeler que en 2020, il y avait quand même le mouvement pour les contestations des retraites et que le premier confinement a arrêté aussi ce processus de lutte. Mais non, je voulais vous interroger sur, d'une part, toute l'inflation de théories qui ont eu lieu, conspirationnistes et autres, sur finalement la provenance du Covid et du coup qui peut-être plus généralement traduit une défiance envers la parole scientifique. Et qu'est-ce qu'on en garde de ça si on prend aujourd'hui un autre prisme, c'est ma question, sur la crise climatique. Je pense qu'on a tous vu ce schéma avec les 3 vagues qui était une caricature. Le Covid-19 était la première vague, il y a la deuxième vague, c'était le changement climatique et ainsi de suite. Est-ce que finalement on a gardé des enseignements de cette crise-là par rapport à notre impréparation face aux crises climatiques qui s'annoncent? Est-ce que cela nous aide à mieux finalement être préparés ou pas du tout, rien n'a changé et on reste toujours aussi immature d'un point de vue de la parole scientifique qui nous est documentée? Alors, je ne pourrais pas répondre à l'ensemble de la question. Si on regarde, vous voyez, tout ce que je vous ai dit sur, on va dire, les mécanismes politico-administratifs qui n'ont pas été hyper fonctionnels dans les premiers mois de la crise du Covid, rien n'a changé. Rien n'a changé, puisque les ARS sont toujours autonomes. Elles ne sont toujours pas sous l'autorité du préfet. Il n'y a pas eu de véritable réflexion sur la coordination entre collectivités territoriales et services de l'État. Sur la gestion de crise, je ne crois pas qu'il y ait eu non plus de grandes leçons tirées sur l'articulation entre sécurité civile, ministère de l'Intérieur, ministère de la Santé. Donc voilà, donc chacun dans son couloir a pu faire des retours sur expérience. Voilà, la sécurité civile, le ministère de la Santé, etc. Mais on a vu aussi, ça j'en ai pas parlé, mais ça a fait partie, je rappelle encore un souvenir pas très glorieux, mais au moment de alors après 2020, c'était la planification vaccinale. Bon, vous savez que le ministère de la Santé n'a pas été capable de faire la planification vaccinale. C'est un cabinet anglo-saxon qui a fait la planification vaccinale. C'est le cabinet McKinsey. Donc c'est aussi ça. Alors dire ça, on pourrait dire, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ça dit beaucoup de choses sur l'État aujourd'hui. C'est qu'il a externalisé énormément de ses missions. Voilà. Donc des missions d'expertise, mais aussi des capacités politico-administratives. Vous voyez qu'un ministère de la Santé, dans un temps réduit, avec évidemment une pression forte, ne soit pas capable de planifier une vaccination à marche forcée, vous voyez, c'est quand même assez intéressant. Il a réussi, mais il a fallu voilà, qu'il ait une aide extérieure pour qu'il y parvienne. Donc d'une certaine manière, on pourrait dire, parfait, il a réussi. Ok, mais quand on regarde, on ouvre la boîte, ça veut dire quand même beaucoup de choses aussi aujourd'hui sur la gouvernance, vous voyez, les équilibres entre expertise publique, expertise privée, qui fait quoi, qui décide de quoi. Vous voyez, ça donne à penser. Je n'ai pas vraiment de réponse claire à votre question parce qu'en fait les modèles utilisés en environnement sont très différents des modèles SIR utilisés en épidémiologie. Peut-être simplement la prise en compte des comportements est quelque chose qui doit être souligné pour pouvoir intégrer de façon plus large à la fois les coûts, les arbitrages vis-à-vis des coûts et des bénéfices de chaque individu, mais aussi de la collectivité. Voilà. Après, ce qui me semble quand même important à regarder, c'est aussi cette histoire de confiance dans les politiques publiques ici. Évidemment que sur la vaccination, même si la vaccination avait été obligatoire, comme le confinement a été quand même quasi strict, on a eu des déviations, 20% de la population qui quitte
qui quitte Paris. Donc voilà, c'est vrai que notre argument est de dire, en fait, si vous restez sur un modèle purement épidémio ou sur un modèle purement environnemental, sans prendre en compte des comportements humains ou d'autres effets, quels qu'ils soient, hein, santé mentale ou autre, du coup, vous captez qu'une partie de l'histoire. Donc probablement qu'un modèle simplifié, épidémio ou environnemental, vous donnera aussi la même chose, mais les recommandations de politique publique sont quand même pas tout à fait les mêmes. Question écrite. Une première question. Est-ce que le fait d'avoir traversé une telle crise modifie les projections vis-à-vis du laisser-aller, donc no policy, ou du contrôle? Est-ce que ça modifie les projections? Je vais me risquer, mais je pense que tu l'as bien dit avant moi, entre la décision politique et ce qu'on fait en projection au niveau de la recherche, il y a un monde. Donc nos recommandations ne sont pas toujours non plus suivies des faits. Après, alors nous, on n'est pas allé au-delà, hein, de la deuxième vague, là, mais il y a d'autres papiers qui l'ont fait. Je n'ai pas vu d'analyse spécifique sur cet aspect-là. Je sais qu'il y a eu des papiers au Portugal, notamment. Mais non, je dirais c'est pas parce qu'on fait de la recherche qu'on arrive forcément à influencer le débat politique, malheureusement. Oui, bonjour. Moi, ce qui m'a frappé dans le récit du Covid que vous avez fait du point de vue des politiques publiques, c'est à quel point il s'est passé la même chose dans la crise du chikungunya à La Réunion. C'est les mêmes mécaniques avec des politiques publiques qui nient le problème, qui disent ce n'est rien, les mêmes mécaniques avec les maires qui essaient de se saisir du sujet, mais non, ça doit être le préfet, puis finalement ça doit être l'ancêtre de l'ARS. Et en fait, il y a vraiment un manque de coordination. Et il y avait aussi des labos qui proposaient de faire des PCR gratuitement. Ils ont dit non, surtout pas, on ne fait pas de PCR. Donc même histoire. Et c'est impressionnant de voir comment ça se plaque. Et ce qui m'étonne en fait à écouter là, c'est de voir que finalement, pendant des années, il y a eu une crise, par exemple la vache folle, il y a eu la création de l'ancêtre de l'ANSES, une autre crise, une autre création d'agence, etc. Et là, en fait, après le Covid, j'ai l'impression qu'il n'y a pas vraiment d'agence. Est-ce que c'était ça, justement, cette proposition que vous avez appelée, je ne sais plus comment ça s'appelle, ouais, l'établissement quelque chose là, voilà. Ou finalement, ce serait retravailler un peu la gestion de crise pour éviter de refaire les mêmes impairs. C'était un premier volet. Et puis pour Jocelyn, la question de la santé mentale, est-ce que finalement, le fait d'avoir une politique contraignante, de dire on se confine, ça va peut-être améliorer la santé mentale de beaucoup de personnes? Est-ce que ça a été considéré parce que ça a pu sécuriser certaines personnes qui ont des difficultés ou qui ont peur de la maladie? Et voilà, deux questions très différentes. Merci pour votre témoignage. Effectivement, c'est pas très rassurant ce que vous nous dites sur le chikungunya. Non, mais encore une fois, alors, on est plus fort en analyse des politiques publiques pour montrer l'inertie que le changement. D'accord? Donc, on a un concept anglo-saxon, voilà, qui est un concept classique qui s'appelle la path dependency, la dépendance au sentier. La dépendance au sentier organisationnel et institutionnel. C'est un très vieux concept, c'est-à-dire que nous, tous, ici, individus, on n'aime pas le changement. Un humain n'aime pas le changement. Il préfère la routine, parce que la routine rassure. Et donc c'est vrai, dans votre vie personnelle, on a tous besoin de routine. Vous voyez, si demain vous ne savez pas ce que vous allez faire, dans une heure vous ne savez pas ce que vous allez faire, vous voyez, c'est invivable. Donc on a tous besoin de routine. Donc les institutions, c'est pareil. Les organisations, c'est pareil. Elles reproduisent toujours plutôt ce qu'elles savent faire. Donc on est dans une logique du recyclage. Et quand elles sont face à quelque chose d'inédit, eh bien, elles ne vont pas inventer. Elles vont retourner vers ce qu'elles savent faire de mieux, qu'elles ont toujours fait. Donc l'État français, c'est le contrôle. Il a toujours su faire ça. Il s'est construit comme ça.
contrôler ses populations, contrôler ses territoires. C'est un État centralisateur, il ne sait faire que ça. J'ai presque envie de dire, je caricature un peu, c'est filmé, j'en profite. Vous voyez, donc, alors après, il y a quand même, évidemment, on pourrait, vous avez cité quelques innovations et elles sont louables. Il y a dans l'administration française eu des moments où on a su inventer. On a su créer des task force on peut penser à la période du général de Gaulle sur plein de sujets. Sauf qu'aujourd'hui, je pense qu'on est dans une situation d'accumulation de politiques publiques, de prolifération organisationnelle, qui fait que l'innovation devient difficile. Parce que si vous touchez à quelque chose ou à une organisation, par corporatisme, les uns les autres vont dire bah non, parce que si on fait ça, il y aura ci, il y aura ça. Et donc le décideur politique, qui est un humain, a horreur du changement, parce que le changement trop brutal pour un décideur politique, ça peut vouloir dire ne pas être réélu. Et donc il va aller vers la routine, il va aller vers l'inertie. Donc le système entier est poussé vers l'inertie. Donc qu'est-ce qui fait changer vraiment? Ça, c'est un enseignement aussi, c'est la crise. Mais la crise brutale, c'est la Révolution française, c'est 1945, c'est mai 68. Vous voyez, des crises vraiment presque de régime. C'est en Grèce, vous voyez, la crise économique grecque. Donc vous voyez, là, des effondrements véritables qui font que les routines classiques ne fonctionnent plus de toute façon, elles n'existent plus de toute façon, donc il faut faire autrement. S'il n'y a pas ce type de crise, c'est les routines qui l'emportent. Donc je suis désolé, mais voilà. Alors, sur la question de la santé mentale, je ne suis pas rentré, c'était déjà assez speed comme présentation avec les problèmes techniques, mais je ne suis pas rentré dans toute l'hétérogénéité des données, mais en fait, effectivement, on a des effets différents selon les catégories d'âge. Et donc, les jeunes sont beaucoup plus impactés par l'effet de santé mentale que, par exemple, les personnes âgées. Et on a aussi des effets différents selon les régions, etc. Donc oui, je pense que pour certaines catégories d'âge, on a des effets qui vont dans le sens inverse, si c'était ça un peu la question. Et notamment, je dirais, le grand écart entre personnes âgées où les mécanismes sont aussi différents. Entre la peur de la maladie ou la peur de rester bloqué chez soi, c'est quand même un peu assez différent. Voilà ce que j'aurais à en dire. Après, concernant juste pour rebondir là sur la crise du chikungunya, c'est légèrement différent dans le sens où c'était pas une maladie à transmission, c'est une maladie à transmission vectorielle. Mais par contre, les confinements étaient utilisés pendant la peste noire. Donc finalement, le premier réflexe qu'on a eu, c'est de revenir à des méthodes assez archaïques. Et bon, voilà, nous, ce qu'on essaie de voir, c'est est-ce que ces méthodes-là ont fonctionné ou pas? Est-ce qu'on aurait pu faire mieux? Essayer d'évaluer un peu les choses, quoi, mais a posteriori. Bonjour, merci pour votre conférence passionnante, comme d'habitude. Pour synthétiser un peu ce que je perçois là, c'est que vous mettez beaucoup l'accent sur la problématique de la confiance, en fait, qui vient parasiter les relations entre les gouvernants, les administrés et le rapport à la vaccination notamment. Vous avez cité, c'est marrant tout à l'heure, un exemple qui est assez drôle. En parlant de Tchernobyl, vous avez dit que certains experts avaient expliqué que la radioactivité s'était arrêtée à la frontière. Et donc ce que vous expliquez là, c'est que certains experts, en fait, dans certains cas, ne portent pas une parole scientifique, puisque c'était complètement absurde, et donc sont complètement soumis à l'autorité politique, sciemment et de façon absolument ni scientifique ni honnête. Donc ça, c'est quand même intéressant que vous ayez pris cet exemple-là, parce que c'est exactement la question que la population s'est posée durant toute cette crise Covid. Est-ce qu'il pouvait y avoir de faux experts, prétendus experts, mais en fait qui portaient une parole politique? C'est ce que monsieur tout à l'heure, c'est à ça qu'il faisait référence en parlant des RKI Files en Allemagne, qui révèlent en fait que les comités de décision en fait ont été soumis parfois à des procédures politiques qui n'avaient rien de scientifique. Et en fait, alors évidemment, vous avez compris, je fais
plutôt partie de cette part de population qui a perdu confiance et qui se pose pas mal de questions et qu'on est parfois tenté d'appeler conspirationniste ou complotiste. Alors je vous rassure, contrairement à ce que M. Delouvet, il y a 2 semaines, essaie de faire croire, je ne pense pas que la Terre soit plate, je ne suis pas d'extrême droite, je ne suis pas obsédé par la mort de Lady Di. J'ai l'impression d'avoir simplement enquêté pour essayer de comprendre ce qui se passe et d'avoir un peu de part de vérité. Je me suis attelé uniquement à ça. Et la liste de choses qui posent question et qui entament grandement la confiance de la population, elle est très longue. Sans parler de l'irrespect des conventions faites relatives aux droits de l'homme par rapport à la santé, la convention d'Oviedo, ce qui s'est passé après les procès de Nuremberg. On a un conseil de défense en France donc, qui est complètement abscon, dont on ne sait absolument pas au sein duquel sont prises les décisions. On a un cabinet de conseil McKinsey qui est extrêmement sulfureux, qui est anglo-saxon mais américain, proche des idées ultra-libérales, et en fait qui a été condamné de nombreuses fois pour avoir donné des conseils qui vont absolument à l'encontre de tous les principes démocratiques. Donc McKinsey absolument partout autour du gouvernement. Vous avez parlé au départ, et c'est très intéressant, en fait, de la problématique de la disparition du stock de masques. Vous avez cité le rapport parlementaire sénatorial qui est sorti, je pense, assez tôt, en fait, en 2021, je pense. Ce rapport-là, il fait un résumé, une conclusion au vitriol. Si je peux me permettre, il explique qu'il n'y a aucune raison rationnelle, il n'y a aucune explication rationnelle à ce qui s'est passé sur la disparition du stock de masques. Les prétextes qui ont été donnés semblent être des prétextes, parce qu'à l'époque, les premières fois où a été évoquée l'idée de renouveler le stock de masques, et donc de considérer que les masques en stock étaient périmés, ça date de 2014-2015. Et à l'époque, le seul dogme en matière de gestion des stocks en cas d'épidémie ou de crise sanitaire, c'est celui justement de préserver les masques. Et c'est assez incompréhensible. C'est ce que se dit le rapport parlementaire en question. C'est marrant, on trouve aussi à l'époque les premières agences de santé qui ont été réformées ensuite. Le millefeuille d'agences de santé a été réformé. Donc certaines ont disparu, ce qui a compliqué un peu l'enquête sur le sujet. Mais à l'époque, en fait, les agences de santé qui ont émis l'idée qu'il fallait renouveler le stock de masques qui a conduit à la disparition, on trouvait dedans notamment M. Salomon, en fait, qui était à l'époque responsable de la gestion des stocks, en cas de risque épidémique dans le ministère de Marisol Touraine. J'aimerais qu'on enquête plus loin sur ce sujet-là, parce qu'en effet, c'est l'absence de stock de masques qui amène au confinement. Et c'est les confinements et toute la torture psychologique des populations qui ont été menées pendant toutes ces années-là qui a mené à l'acceptation de la vaccination. Alors oui, je suis complotiste. Il y a beaucoup d'autres points. Vous avez peut-être entendu parler en fait du travail de l'Institut Pasteur au départ, en fait, qui cherchait aussi des molécules qui auraient pu permettre de combattre cette épidémie. Donc ils ont trouvé une molécule qui s'appelait le clofoctol, il me semble. Donc il y a un reportage sur Arte que je vous invite tous à regarder. Il y en a eu 2 même. Un qui est sorti en 2021, puis un autre plus complet en 2022, qui conclut que, encore une fois, c'est une action purement politique. L'Institut Pasteur estimait avoir trouvé une molécule qui fonctionnait assez bien, au moins en amont, en fait, en prévention, etc. Je ne suis pas spécialiste, loin de là. Et c'est le processus politique, M. Castex et M. Yazdan Pana, en fait, qui ont empêché de mener les études un petit peu plus loin, ce qui rappelle évidemment toute la problématique avec l'hydroxychloroquine, dont on rappelle que le classement de toxicité a été élevé. Elle est passée en molécules toxiques en liste 2 en décembre 2019, étonnamment, etc. Excusez-moi, je vais raccourcir la fin de mon discours. Juste pour finir aussi, ça serait bien de parler des investigations sur l'origine du virus et tous les empêchements qui ont été faits à ce propos par l'OMS et par les gens en fait, liés au ministère de la Santé américain, Anthony Fauci, etc. Et les organismes comme EcoHealth Alliance qui étaient liés au ministère américain et qui ont porté ensuite les concepts One Health qui fournissent des alibis à la crise Covid en expliquant que évidemment ça vient des animaux. Alors il y a vraiment plein de
il y a plein de contestations sur lesquelles il serait bien de faire la lumière. Pour finir, puisque je vais finir quand même, en effet, si la gouvernance politique est vraiment démocratique, ça serait bien de pouvoir lui faire confiance. Mais on sait que l'histoire de la démocratie, c'est constamment l'histoire de la lutte contre les oligarchies qui passent leur temps à vouloir reprendre le pouvoir au détriment de la démocratie. En ce sens, pour juste un petit clin d'œil, vous parlez du couple maire-préfet. Si vraiment on est en démocratie et qu'on doit faire confiance à nos institutions, c'est bien que le couple maire-préfet soit des gens qui aient du pouvoir pour imposer la volonté du peuple. Mais si vraiment on bascule dans une oligarchie, on se retrouve avec un couple de matons qui sont là pour imposer des politiques publiques à cause d'autoritarisme et parfois qui perdent leur légitimité, qui ne sont pas beaucoup, qui sont pas experts. Enfin, voilà, j'ai fait un petit peu trop long et puis un peu confus parce que c'est dans l'improvisation, mais je pense que vous avez compris le message général. Merci. Merci monsieur. Alors bon, je pourrais pas, parce que j'ai pas mené les investigations sur toute la période, je pourrais pas vous répondre sur 2000. Qu'est-ce qui s'est passé depuis 2001, 2002, 2003 sur les masques. Mais effectivement, comme vous le dites, ceux qui sont intéressés, et voilà, ils peuvent aller voir le rapport sénatorial. Alors moi, je suis assez facilement des raisonnements sur le fait que toutes les organisations n'ont pas les mêmes rationalités. C'est-à-dire que tout le monde ne suit pas les mêmes intérêts dans un système de gouvernance. C'est là, effectivement, vous parlez de rationalité. Moi, je pense que tout système est irrationnel. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc c'est là où ça va nous séparer. Vous allez trouver une rationalité pour dire ah ben on aurait dû faire ci ou faire ça, ou ah mais oui il y a une rationalité cachée, etc. Moi je ne crois pas. Moi je crois que le système est irrationnel. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que chacun est dans sa ligne de couloir, chacun croit bien faire pour toute une série de raisons, et que le résultat c'est la combinaison de la rencontre de toutes ces rationalités. Donc le système est très complexe. Hein, vous voyez, moi, ce que je vous ai dit là, très rapidement, j'ai simplifié des choses qui sont hyper complexes en réalité, dans les interactions, dans les positionnements des acteurs et des uns et des autres. Après, il faut aussi pouvoir changer le regard. Vous voyez ce que vous dites sur McKinsey. S'il n'y avait pas eu McKinsey, comment on aurait fait la planification vaccinale, voyez ? Alors peut-être qu'il ne fallait pas de vaccin, c'est peut-être votre hypothèse. Mais pour ceux qui croyaient dans le vaccin, il valait mieux une planification vaccinale. Donc là, j'ai envie de dire, heureusement qu'on a eu McKinsey. Vous voyez, on peut renverser les arguments. Hein. Donc moi, je pense qu'il n'y a pas de rationalité une et indivisible dans un système. Il y en a plusieurs. Alors, qu'est-ce qui peut ramener un peu de rationalisation ou de rationalité ? C'est la coordination et la coopération entre acteurs. Or, ce qui s'est révélé dans le système du Covid-19, mais malheureusement c'est un peu souvent le cas aujourd'hui dans les systèmes de gouvernance à la française, c'est une très faible coordination, une désarticulation entre les organisations qui produit des résultats relativement aléatoires. Parfois ils sont bons, parfois ils sont moyens, parfois ils sont vraiment pas bons. Mais c'est le fait de la rencontre de ces rationalités qu'on a du mal à coordonner. Moi, c'est mon analyse. Donc, encore une fois, trouver des responsables, trouver des héros, trouver des gens qui ont vraiment très mal fait, etc. Bon, je pense que ça, c'est une quête qu'on peut avoir, si vous voulez, mais qui est un peu inépuisable. En revanche, essayer de réfléchir à comment on peut mieux évaluer les systèmes complexes et essayer de peser sur ces systèmes complexes, ce qui n'est pas évident. Pour faire un peu mieux la prochaine fois, c'est à mon avis l'essentiel en tout cas de notre travail. Oui, je pense... Allez-y. Alors, je pense qu'on est exactement dans cette démarche-là. Hein. Dans ce que tu dis sur dans les modèles précédents hein, qui sont utilisés, c'est souvent des modèles d'espérance rationnelle. Hein. Donc, nous, dans notre modélisation, on a essayé de lever un peu
cette hypothèse de rationalité ou d'espérance rationnelle. Mais oui, je pense que du coup, ici, l'objectif, c'est pas d'avoir un jugement de valeur. Quand on prend des enquêtes sur la confiance dans les politiques publiques, on voit bien qu'elle s'étiole au fur et à mesure, c'est d'essayer d'intégrer ces paramètres-là dans ce qu'on observe, dans les modèles, dans ce qu'on fait. Donc on observe une partie de la population, effectivement, dont la confiance s'est étiolée au cours du temps. Peut-être que vous en faisiez partie à l'époque. Et après, on essaye de modéliser avec un cadre qui fait forcément des choix et qui a des hypothèses sous-jacentes. Donc voilà, notre travail, c'est celui-là. Passer à une question écrite. En fait, à 2 questions, une sur la première conférence et une sur la deuxième. Donc sur la première, est-ce que la création d'un établissement autonome de gestion de crise n'affaiblirait pas la technicité que peuvent avoir des acteurs de gestion de crise dans chaque domaine? Ne vaut-il pas mieux se concentrer sur les formes de coopération renforcées? Et sur la deuxième, pourquoi avoir choisi le prisme de la santé mentale, de la mobilité et de la confiance dans les institutions publiques? Et pourquoi pas les violences faites aux femmes et aux enfants ou les impacts écologiques? Est-ce qu'il existe des données sur ces thèmes? C'est une bonne question. En fait, dans toute modélisation, on fait des choix. Donc, évidemment qu'on a eu des choix à faire. Pourquoi on a fait ces choix-là? Probablement parce qu'au moment où on a fait ces choix, d'une part, ça manquait dans la littérature. C'est-à-dire qu'au moment... Alors, pour publier un papier de ce type en économie, il faut parfois 10 ans. Donc, on n'est pas au bout de nos peines. Mais oui, voilà. Donc, on aurait pu faire d'autres choix. Au moment où on a fait ces choix-là, c'était l'un des débats qui nous paraissait les plus flagrants et les plus importants. Alors je me tourne par là, je ne sais pas pourquoi, ça se trouve la question vient d'ici. Mais non, voilà, on a fait des choix à un moment donné et après on a essayé de pousser le papier au plus loin qu'on pouvait aller à partir de ces choix-là. Sur la fin de la question, si vous pouviez la répéter. Pourquoi pas les violences faites aux femmes ou aux enfants? Pourquoi pas l'impact écologique? Est-ce qu'il y a des données sur ce sujet par rapport à la crise Covid? Oui, alors on pourrait effectivement modéliser différemment, mais là on tombe dans des modèles totalement différents. En fait, c'est vrai que moi je ne suis pas un spécialiste de ces aspects-là, je suis plutôt un spécialiste de ce qu'on appelle l'épidémiologie économique, soit de façon empirique, soit de façon modélisée. Donc je pense qu'il faudrait aller chercher d'autres personnes pour faire ça. Et il y a peut-être d'ailleurs des gens qui l'ont fait, hein, mais je ne sais pas. Alors sur la proposition ou ma proposition d'un établissement autonome de gestion de crise, ce serait évidemment un établissement interministériel. Donc l'idée, ce serait qu'au moins au niveau national, on retrouve cette interministérialité autour d'un établissement qui ne soit pas justement résumé à quelques conseils relativement flous ou qui renforce une forme de défiance aussi vis-à-vis des décisions qui sont prises. Ça, c'est un premier élément. Mais le deuxième élément, c'est qu'évidemment, ça ne suffit pas. Hein, et il faut avoir des systèmes locaux de résilience qui ont bien fonctionné. Il faut savoir penser les coordinations entre ces systèmes locaux de résilience en temps de crise et cet établissement autonome. Vous voyez, un exemple comme ça que je prends souvent, parce que ça a été bien documenté, c'est la différence conflit ukrainien. Vous savez, la Russie attaque en 2022. On pense que ça va durer quelques jours. Et finalement, après la résistance des Ukrainiens autour de Kiev, on se rend compte, enfin en tout cas les retours sur expérience de différentes armées occidentales, c'est qu'il y a un modèle d'organisation très différent entre l'armée russe et l'armée ukrainienne. L'armée ukrainienne donne des ordres stratégiques à ses hommes sur le terrain, mais il y a un rôle crucial des sous-officiers et des groupes de combat qui ont une très grande autonomie dans leur capacité à attaquer, se retirer, inventer une forme de guérilla, etc. Donc le système local,
on va dire, si c'est le groupe de combat sous le leadership d'un sous-officier, ce groupe de combat va se révéler beaucoup plus adapté et adaptatif qu'un modèle hyper descendant, hyper hiérarchique, hyper bureaucratique, très théorique finalement, et qui ne correspond pas au terrain à un moment T. Voilà. Donc, je pense que c'est ça qu'il faut retrouver, qu'on a perdu en France. C'est-à-dire qu'il faut retrouver à la fois des lignes stratégiques qui peuvent être créées par un établissement autonome interministériel de gestion des crises, et il faut articuler des systèmes locaux qui peuvent être en capacité d'adapter des réponses sociales, des réponses économiques, des réponses en termes de services publics en temps de crise. Et aussi, il faut que ces systèmes locaux ne soient pas simplement là pour appliquer, c'est-à-dire qu'ils aient aussi des capacités à agir. Donc en termes de réglementation, il faut aussi sans doute, vous voyez, des capacités réglementaires adaptatives. Il faut aussi peut-être des stocks voilà, de différentes ressources qui soient peut-être mieux réparties aussi sur le territoire, des logiques de commande de ressources qui ne soient pas hyper centralisées. Vous voyez, c'est aussi une façon d'organiser la gestion de crise qui soit plus décentralisée tout en ne perdant pas les orientations stratégiques nationales. Question ici. Vous avez montré la confiance du public vis-à-vis de leur maire et la défiance vis-à-vis des politiques publiques ou des institutions nationales. Précédemment, l'un de vos collègues nous a démontré la confiance des patients envers leurs professionnels de santé. Selon vous, est-ce entendable par les décideurs? Et qu'est-ce que nous pouvons en déduire en tant que citoyens vivant dans notre écosystème? La confiance, c'est déterminant, parce que en politique publique, c'est déterminant la confiance. Pourquoi? Parce que c'est un mécanisme d'abaissement des coûts de transaction entre les acteurs. En fait, c'est ça. Les acteurs, ils ont plein d'interactions. Voilà, les acteurs sanitaires, les différentes professions qui interagissent, qui font politique publique, etc. Avoir confiance, ça va abaisser. Vous voyez, on va être un peu moins regardant sur certaines réglementations, on va être un peu moins tatillon, on va faire confiance à l'autre, et donc ça va abaisser les coûts de transaction entre les acteurs et faciliter la coopération. Donc la confiance, c'est fondamental. Mais encore une fois, la confiance, ça ne se décrète pas. C'est bien ça qui est... traditionnellement en France, vous voyez, c'est un paradoxe, les Français adorent leur service public, par exemple, mais ils n'ont pas confiance majoritairement dans leurs élus. Ils ne se font pas, voilà, ils n'ont pas confiance dans leurs élus nationaux, encore une fois. Mais c'est vrai aussi dans les médias nationaux, dans les syndicats nationaux. Ils n'ont pas une, voilà, ils sont entre 18 et 25% à avoir confiance dans ce type de métier ou de profession. En revanche, même si ça baisse un peu, effectivement, ils vont être à 60% à avoir confiance dans leur maire pour qu'il fasse son travail pour la communauté locale, etc. Mais c'est tout. Vous voyez, donc il y a ce paradoxe qu'il faut. Alors c'est pas facile à résoudre, hein, ce paradoxe. Comment renforcer la confiance? Vous voyez, la confiance, encore une fois, elle se crée. Donc quand vous faites confiance, voilà, mais est-ce que l'État fait confiance au territoire? Est-ce que l'État fait confiance aux citoyens? C'est une question qu'il faut se poser. Hein. Moi, je pense qu'on est beaucoup plus dans des relations d'adultes à personne ou territoire immature plutôt qu'à des relations de confiance et de pacte équilibré en France. La centralisation génère des formes de défiance parce qu'on a l'impression que celui qui donne les ordres d'en haut, eh bien, impose des choix. Et donc ça crée une forme d'ambiguïté, hein, et finalement on se laisse un peu aller, voilà, une forme d'assistanat qui se développe parce que
on s'occupe de tout. Voilà, l'État s'occupe de tout, vous n'avez même pas à réfléchir. Hein. Et ben ça, on va dire, c'est ancré dans les pratiques politico-administratives françaises, c'est un peu ancré aussi dans la mentalité du citoyen français. Hein. Vous voyez, quand il y a un problème, on dit, on se retrouve, mais où est l'État? Hein, voilà. Personne ne sait qui c'est l'État d'ailleurs. Vous avez déjà serré la main à l'État, vous? Moi, jamais. J'ai jamais serré la main à l'État. Hein, c'est une fiction, l'État. C'est une fiction. Ça n'existe pas. Ce qui existe, c'est toute une série d'organisations. Ça, oui, ça existe. Vous pouvez serrer la main d'un préfet, mais vous ne serrerez jamais la main de l'État. Merci. Après, peut-être pour rebondir en fait sur la dichotomie, hein, si j'ai bien compris, entre différents niveaux, il peut y avoir une confiance à un certain niveau et puis moins de confiance dans les politiques publiques à un autre niveau également. Je pense que nous, notre démarche, en fait, ça a surtout été de montrer que dans des modèles d'épidémiologie, on va dire classiques, sans comportement, sans prise en compte de cette confiance dans les politiques publiques, on pouvait arriver à différents résultats, peut-être des résultats plus ou moins fins dans un cas et pas dans l'autre. Est-ce qu'un modèle avec sans comportement, par exemple, donne la même chose qu'un modèle avec santé mentale, confiance dans les politiques publiques? Voilà, nous, notre démarche, elle est celle-là avant tout, c'est une démarche assez méthodologique. C'est à peu près ce que je peux dire là-dessus. Ouais. Merci. Merci pour vos interventions, messieurs. C'était vraiment très intéressant. Moi, je suis étudiant en sciences politiques et j'ai l'impression qu'il y a une expression que vous n'avez pas abordée ni l'un ni l'autre, c'est celle de la post-vérité dans la question de la confiance. C'est-à-dire, globalement, l'adhésion au discours politique, elle est liée en quelque sorte à la qualité des propos qui sont tenus et notamment à l'usage du mensonge qui s'est développé en l'occurrence ou banalisé d'une certaine matière. On peut penser par exemple à la question des pénuries de masques qui ont été déniées un certain nombre de fois, ou bien pour certaines personnes, la réponse c'est la pénalisation, c'est-à-dire que notamment Agnès Buzyn a comparu devant la Cour de justice de la République, c'est-à-dire pour la qualité de sa gestion de la crise Covid. Je ne sais pas si je m'exprime très clairement, mais j'essaie de formuler en fait les choses qui me passent par la tête et de solliciter votre aide pour aider à y voir plus clair. J'ai du mal à comprendre quelle pourrait être la réponse. Est-ce que c'est effectivement le recours à une forme de réponse pénale, éventuellement de censure? Il y en a certains qui pensent, certains philosophes comme par exemple Geoffroy de la Gannerie, qui proposent la censure des discours politiques sur la base de la véracité factuelle des affirmations de chacun. Il y a aussi peut-être la réponse du personnel politique lui-même, avec l'idée de l'éthique, c'est-à-dire l'exigence propre du personnel politique à affirmer des choses vraies en se fixant cet objectif d'honnêteté intellectuelle quelque part. Et plus spécifiquement, j'ai une question sur la mise sous tutelle des ARS. C'est un débat très contemporain, et est-ce que vous avez d'autres éclairages plus précis sur cette question-là? Voilà, merci et j'espère que j'ai été clair. J'ai pas compris le début, mais vous pouvez répéter. Oui, excusez-moi. Alors, j'ai mis du temps à démarrer. La question de la post-vérité, c'est-à-dire de l'usage du mensonge en politique. Voilà. Encore une fois, moi je crois plutôt à, je ne sais pas si c'est la post-vérité, mais moi je suis beaucoup plus, je crois beaucoup plus à quelqu'un qui s'appelle Herbert Simon, qui est un sociologue, économiste un peu, spécialiste des politiques publiques aux États-Unis dans les années 60, qui a mis en évidence le concept de rationalité limitée des acteurs. Voilà. Je crois que, et là je m'écarte un peu des visions parfois philosophiques, où on voit l'acteur, l'homme, la femme comme vous voyez, quelque chose de monolithique. Les acteurs qui sont engagés dans les politiques publiques, dans l'action,
dans la gestion de crise, ils ont des rationalités limitées. Ils n'ont pas toutes les informations. Ils sont en interaction avec leurs collègues, avec d'autres administrations. Donc, vous voyez, engager des procédures contre un tel ou un tel parce qu'il n'a pas fait ci, pas fait ça. Alors attention, hein, sauf si évidemment il y a franchissement du cadre légal, s'il y a de l'enrichissement personnel, voilà. Mais vous voyez, engager la responsabilité de personnes parce qu'ils ont fait des mauvais choix de politique publique, moi je trouve que c'est un terrain un peu glissant. Sauf si, encore une fois, voilà, ce sont des faits pénalement responsables et qualifiables. Si c'est le fait de voilà, avoir confiné ou de ne pas avoir confiné, vous voyez, c'est des systèmes d'une telle complexité. D'ailleurs, vous voyez, la Cour de justice, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit, bah non, c'est pas possible de se prononcer, c'est très difficile de se prononcer. Qu'il y ait eu des erreurs, évidemment, il y en a eu plein des erreurs, évidemment. Mais qui ne fait pas d'erreur, voyez? Qui a été confronté à ce type de pandémie et à ce type de choix, voyez? Je pense qu'il faut aussi avoir beaucoup de modestie par rapport à ça. Vous voyez, moi, je suis le premier à critiquer, etc. Mais j'aurais pas aimé être à leur place, vous voyez, hein. Donc, il faut aussi faire attention après à dire, voilà, on va mettre un cadre, il faudra qu'ils les respectent, et s'ils ne respectent pas ce cadre, crac, ils tomberont sous le coup de la loi et tout. Bon. Après, alors là, si vous voulez renforcer les principes de précaution, si vous voulez que plus personne ne fasse rien, voyez, ne prenne plus jamais de risques, on peut aller vers ça aussi. Hein, voyez. Si on ne veut plus aucune innovation, c'est ceinture et bretelles, plus personne ne bouge. Hein. Donc, faut aussi être modeste, lucide sur la difficulté à prendre des décisions dans ces systèmes-là, hein, où les informations sont contradictoires. Encore une fois, les experts ne sont pas d'accord. Vous voyez, le matin on vous dit ça, l'après-midi on vous dit ça. Quelle décision vous prenez? Vous voyez, où tout le monde hésite. Vous voyez, vous regardez les Suédois, ils font ça, mais les Allemands font différemment. Vous voyez, donc là il y a bon. Et puis il y a votre famille, il y a votre femme qui n'est pas contente, il y a votre enfant qui dit ça. Vous voyez, c'est ça, prendre une décision. Il y a énormément de paramètres. C'est la rationalité limitée des acteurs. En revanche, sur le retour sur expérience, on aurait pu faire beaucoup mieux. Et là, je vous suis, c'est plutôt la dernière partie de votre question sur les ARS. Oui, je pense qu'on pouvait faire un vrai retour sur expérience en termes de gouvernance, voire qui avait besoin de retrouver des lignes hiérarchiques, qui avait besoin de retrouver de la coordination interministérielle. Et ça, on ne l'a pas fait. Alors, sur l'actualité des ARS, ce serait une départementalisation partielle qui se dessinerait, mais encore une fois, rien n'est moins sûr, puisque vous voyez, la durée de vie du gouvernement Lecornu est quand même soumise à pas mal de paramètres d'incertitude. Non, je crois que je n'ai pas grand-chose à ajouter. Ok, bah écoutez, je vais vous remercier, déjà remercier donc nos deux orateurs et également vous remercier pour votre présence. Ça clôture donc ce cycle des 3 conférences qui j'espère ont pu vous plaire pour ceux qui ont pu suivre en tout cas les 3. Voilà, puis je vous souhaite une bonne fin de journée. Merci. Merci.